Le jour de mon mariage, j'étais seule. Ma famille célébrait les fiançailles de mon frère. Alors que je dansais avec mon mari, mon téléphone a vibré 60 fois. Le message de ma mère n'était pas des félicitations. C'était un ordre. Et ce que j'ai découvert ensuite sur l'héritage de mon grand-père a tout fait basculer. Cette histoire est celle d'une trahison si profonde qu'elle a failli me détruire, mais qui, au final, a forgé ma vengeance et ma renaissance. Avant de plonger dans les détails de cette journée qui a changé ma vie à jamais, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est une façon pour moi de me sentir un peu moins seule en partageant ce récit. Maintenant, revenons à ce fameux samedi d'octobre. Je m'appelle Élise, j'ai 30 ans. Ce jour-là, j'épousais Marc, l'homme de ma vie, un architecte brillant au cœur tendre, mon refuge et ma force. La cérémonie se déroulait dans un magnifique domaine près de Lyon, le château de Pizet, un lieu chargé d'histoire dont les pierres dorées semblaient bénies par le soleil d'automne. J'avais passé plus d'1 an à tout organiser, à économiser sou après sou, à chiner chaque élément de décoration pour que ce jour soit le reflet parfait de notre amour, sincère, élégant, sans ostentation. Ma robe, une création simple d'une jeune styliste lyonnaise, les fleurs des champs cueillis le matin même, la playlist de chansons qui avait marqué notre histoire, tout, absolument tout, était parfait. Sauf l'essentiel. L'insupportable absence. En remontant l'allée au bras de mon beau-père, un homme formidable qui m'avait accueilli dans sa famille comme sa propre fille, mon regard a été instinctivement attiré par le premier rang, à gauche. Il était vide. Froidement, cruellement vide. Les petits bouquets de gypsophile que j'avais attachés à chaque chaise semblaient se moquer de moi. Pas de mère pour ajuster mon voile avec une larme de fierté. Pas de père pour me regarder avec cette émotion maladroite des hommes qui voient leur fille devenir une femme. Pas de frère pour me faire un clin d'œil complice, comme nous le faisions enfants lors des grands événements. Il n'y avait qu'un abîme. Un trou béant dans la plus belle journée de ma vie, une béance qui aspirait toute ma joie. Je savais où ils étaient. Oh oui, je le savais. À une 30aine de kilomètres de là, dans une somptueuse villa avec piscine sur les hauteurs de Caluire, ils célébraient les fiançailles de mon petit frère, Léo. Léo, le fils prodige, le « garçon en or », qui n'avait jamais rien fait de mal aux yeux de mes parents. Sa fête, grandiose, avait été annoncée 2 mois seulement après que j'ai envoyé mes faire-part, pour une date qu'il connaissait depuis près d'1 an. Une coïncidence ? J'avais voulu y croire, avec la naïveté de celle qui espère toujours le meilleur des siens. Mais la vérité était bien plus amère. C'était un choix. Un acte délibéré. Il m'avait délibérément mise de côté, sacrifiée sur l'autel du fils préféré. La douleur était d'autant plus vive, d'autant plus révoltante, que 2 mois plus tôt, ma mère, Isabelle, m'avait appelée, la voix étranglée par des sanglots de comédienne. Élise, ma chérie, c'est une catastrophe. Une fuite énorme dans la toiture, toute la charpente est à refaire, les devis sont exorbitants, ton père est dévasté, il ne dort plus. Elle m'avait parlé de 10 000 €. Une somme colossale pour nous. À l'époque, j'étais une jeune designer d'intérieur qui commençait à peine, et Marc et moi comptions chaque centime pour notre mariage et notre futur appartement. Mais c'était ma mère. Ma famille. Sans une seconde d'hésitation, j'ai vidé mon compte épargne, celui qui contenait mes rêves et nos sacrifices. Ne t'inquiète pas, maman. On va se serrer la ceinture. L'important, c'est que vous soyez en sécurité. Je me souviens encore de son soulagement théâtral, de ses promesses de me rembourser dès que l'assurance aurait fait son travail. J'ai découvert la supercherie par une publication Instagram. Une amie commune, un peu trop bavarde, avait posté une photo d'elle et de ma mère, coupe de champagne à la main, dans une boutique de luxe. La légende disait « Shopping pour les fiançailles de rêve de mon Léo ». Merci à la plus généreuse des mamans, Isabelle, qui ne refuse rien à son fils. Mon sang s'est glacé. Les 10 000 €. Mon argent. L'argent de notre mariage. Il n'y avait jamais eu de fuite. C'était un mensonge, un de plus, pour financer le faste de leur fils préféré. Quand je l'ai confronté au téléphone, sa réponse a été glaciale, méprisante. Élise, tu exagères toujours tout. C'est un moment crucial pour la carrière de ton frère,
il se fiance avec la fille d'un homme très influent. Tu devrais être heureuse pour lui au lieu d'être si égoïste et matérialiste. Égoïste. Le mot qu'elle avait toujours utilisé pour me qualifier quand je ne pliais pas à ses volontés, quand je ne m'effaçais pas devant Léo. Ce jour-là, dans l'église, j'ai ravalé mes larmes. J'ai dit oui à Marc, ma voix un peu plus fragile que prévu. J'ai souri pour les photos, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Chaque rire de nos amis, chaque mot de félicitation était comme un pansement sur une plaie ouverte. Mais la plaie était là, profonde, lancinante. Je sentais le poids des regards des invités qui se demandaient où était la famille de la mariée. J'ai forcé un sourire pour Marc, pour nos amis, mais à l'intérieur, mon cœur était en miettes. Je pensais que la douleur ne pouvait pas être pire, que j'avais touché le fond de la trahison. Comme j'étais naïve. Je ne savais pas que ce qui allait se passer pendant la réception n'allait pas seulement me blesser, mais allait transformer mon chagrin en une fureur froide et indestructible. La réception battait son plein dans l'orangerie du château. Les lumières des guirlandes se reflétaient sur les verres, les rires fusaient, et une douce chaleur humaine semblait vouloir combler le vide laissé par ma famille. Marc, sentant ma détresse malgré mon masque de façade, était d'une tendresse infinie. Il ne me quittait pas des yeux, sa main cherchant constamment la mienne, comme pour me rappeler que je n'étais pas seule. Il était mon ancre, ma seule bouée dans cet océan de sentiments contradictoires. Nous avons ouvert le bal sur « La valse à 1000 temps » de Brel. Un choix audacieux, un tourbillon de vie et d'énergie pour chasser les ombres. Pendant que Marc me faisait tourner, que le monde devenait un flou de visages souriants, j'ai senti une vibration dans la petite pochette de satin accrochée à mon poignet. Une vibration discrète, puis une autre, et encore une autre. C'était incessant, comme un moustique enragé qui viendrait perturber une nuit d'été. Une sorte de frénésie silencieuse qui venait percer notre bulle de bonheur précaire. J'ai essayé de l'ignorer. Je me suis concentrée sur les yeux de Marc, sur la force de sa main dans mon dos. Je ne voulais pas que leur drame, quel qu'il soit, contamine davantage ma soirée. C'était mon jour, notre jour. Mais la vibration était insistante, presque agressive, comme si elle cherchait à me rappeler à l'ordre, à me ramener à ma place de fille de second rang. Après la danse, alors que les applaudissements crépitaient et que Marc était allé chercher 2 coupes de champagne, la curiosité mêlée à l'anxiété l'a emporté. J'ai sorti mon téléphone. L'écran était un véritable champ de bataille de notifications. 60 appels manqués. Tous de ma mère. Des dizaines de messages non lus sur WhatsApp. Mon estomac s'est noué si fort que j'ai cru que j'allais vomir. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent? Un accident? Un problème grave? Une partie de moi, cette stupide petite fille qui avait été conditionnée pendant 30 ans à s'inquiéter pour eux, a commencé à paniquer. Mon père avait-il fait un malaise? Léo avait-il eu un accident? Puis, un message est apparu, provenant d'un autre numéro. Celui de mon cousin Thomas. Thomas était le seul membre de la famille avec qui j'avais gardé un lien sincère. Il était plus jeune, mais avait une maturité et une droiture que le reste de la famille semblait avoir oublié. Il était à la fête de Léo, traîné là par ses parents, mais son cœur n'y était pas. Son message était court et glaçant. Élise, ne réponds surtout pas à ta mère. C'est un piège. Ils sont en train de te démolir. Appelle-moi quand tu peux, discrètement. Mon souffle s'est coupé. Démolir? Le mot était si violent. J'ai trouvé un prétexte, une soudaine envie d'air frais, et je me suis réfugiée dans les jardins à la française du domaine. La nuit était fraîche, parfumée par l'odeur des buis et des roses tardives. L'air me brûlait les poumons. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à composer son numéro. Il a décroché à la première sonnerie, comme s'il attendait mon appel. Sa voix était un murmure pressé, étouffé par la musique lointaine de la fête de Léo. Élise, c'est horrible. Je suis dans un coin pour te parler. Ta mère raconte à qui veut l'entendre que tu as organisé ton mariage à cette date exprès pour saboter les fiançailles de Léo. Elle dit que tu as toujours été maladivement jalouse de lui, que tu ne supportes pas son bonheur et sa réussite. J'ai fermé les yeux, m'appuyant contre une statue de pierre froide. La nausée me montait à la gorge. Ce n'était donc pas assez de m'abandonner. Il fallait aussi qu'il me salisse, qu'il réécrive l'histoire pour faire de moi la méchante,
la sorcière de leur conte de fées. Et ce n'est pas tout, a continué Thomas, sa voix pleine de dégoût. Chloé est là. Elle est collée à ta mère comme une sangsue et elle en rajoute une couche. Elle raconte à tout le monde que tu es devenue une diva insupportable depuis que tu es avec Marc, que tu la traites comme une moins que rien et que c'est pour ça qu'elle a refusé d'être ta demoiselle d'honneur. Chloé. Ma meilleure amie depuis le bac à sable. La gardienne de tous mes secrets d'adolescente. La sœur que je m'étais choisie. La douleur de cette trahison était presque physique, comme un coup de poignard dans le dos, asséné avec le sourire. Je comprenais maintenant ses excuses évasives, ses messages de plus en plus rares. Elle m'avait déjà remplacé. Elle avait choisi son camp, celui du fils populaire, du clan dominant. Pourquoi ils font ça, Thomas, ai-je réussi à articuler, ma voix brisée par un sanglot que je refusais de laisser sortir. Je ne sais pas, Élise. C'est comme s'ils avaient besoin que tu sois le problème pour justifier leur comportement immonde. C'est plus facile que d'admettre qu'ils sont des parents et des amis pourris. Il a marqué une pause. Et pour les appels, ta mère veut que tu fasses quelque chose pour Léo. Une histoire avec le traiteur qui aurait foiré. Elle est furieuse que tu ne répondes pas pour régler le problème de son précieux fils. J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. La colère, une colère pure et froide, commençait à étouffer le chagrin. Je suis retournée à la fête, le visage impassible comme un masque de cire. Marc m'a vu et a immédiatement compris que quelque chose de grave s'était passé. Je lui ai tout raconté, à voix basse, au milieu du bruit des rires et de la musique. Son visage s'est durci, ses poings se sont serrés. On s'en va, Élise. Maintenant. On ne va pas les laisser gâcher ça. Mais je ne voulais pas leur donner cette satisfaction. C'était ma soirée. Notre soirée. Je ne fuirais pas. Mon sang s'était glacé. Non seulement ils m'avaient abandonné, mais ils étaient en train de détruire ma réputation. Mais je ne savais pas encore que la véritable trahison, la plus vile, celle qui allait définir les 2 prochaines années de ma vie, n'était pas encore arrivée. Elle est venue quelques minutes plus tard, sous la forme d'une photo, envoyée par Thomas, avec une simple légende, « Je suis tellement, tellement désolée, Élise. » J'ai ouvert la photo avec une appréhension terrible, comme si je savais que ce que j'allais voir allait briser la dernière parcelle d'espoir en moi. L'image était d'une netteté cruelle, prise avec un bon appareil, probablement par le photographe professionnel de la fête. On y voyait mon frère, Léo, le torse bombé dans son costume sur mesure, un verre de champagne à la main, riant aux éclats d'une blague que quelqu'un venait de faire. À son bras, Chloé, ma prétendue meilleure amie, souriante et radieuse, le regardant avec une admiration feinte. Mais ce n'est pas ça qui a capté mon attention. Ce n'est pas ça qui a fait s'arrêter mon cœur et le temps autour de moi. C'était l'objet qui brillait à son poignet. Une montre. Pas n'importe laquelle. Une montre vintage en or, avec un cadran couleur crème et un bracelet en cuir patiné par les années. La montre de mon grand-père. Mon grand-père maternel, Jean, était l'homme le plus important de mon enfance. Un horloger passionné, un homme d'une douceur et d'une justesse infinie, qui voyait en moi la créativité et la sensibilité que mes propres parents ignoraient superbement. Il m'avait appris à dessiner, à regarder les détails, à voir la beauté dans les choses simples. Il est décédé quand j'avais 20 ans, d'une longue maladie, mais quelques jours avant de partir, il m'avait prise à part, sa main tremblante dans la mienne. « Élise, ma puce, m'avait-il dit, sa voix un murmure rauque, cette montre, c'est plus que de l'or et des rouages. C'est le temps que j'ai passé à aimer ta grand-mère. C'est mon héritage le plus précieux. Je l'ai mise dans mon testament. Elle est pour l'homme que tu épouseras. Tu la lui donneras le jour de votre mariage, en signe de bienvenue dans notre famille, pour qu'il sache quel genre d'amour nous lie. » Cet objet était sacré pour moi. C'était le symbole de l'amour inconditionnel que j'avais perdu, le dernier lien tangible avec lui. Après sa mort, la montre avait été confiée à ma mère, l'exécutrice testamentaire. Il y a quelques mois, quand j'ai commencé à préparer le mariage, je lui en ai parlé avec excitation, imaginant déjà l'émotion de Marc en la recevant. « Ah, la montre de papa », avait-elle dit d'un air vague, sans même me regarder. « Tu sais, avec les déménagements, le bazar dans le grenier, je crois qu'elle s'est perdue. C'est vraiment dommage, une vieille chose pareille. »
J'avais été dévastée, j'avais pleuré pendant des jours, mais je l'avais cru. Pourquoi une mère mentirait-elle sur une chose aussi sacrée? Et maintenant, je la voyais. Là. Au poignet de mon frère. Porté comme un simple accessoire de mode, Tapac s'engrave l'œil à sa fête de fiançailles. Le mensonge était si énorme, si monstrueux, que j'ai eu du mal à respirer. Il ne s'était pas contenté de me voler mon argent, ma journée, ma réputation. Il m'avait volé le souvenir le plus précieux de l'homme que j'aimais le plus au monde. C'était une profanation. Au même moment, comme un coup de théâtre macabre, mon téléphone a vibré. Un message vocal de ma mère. La curiosité morbide, le besoin de comprendre jusqu'où pouvait aller leur cruauté, l'a emporté. J'ai mis mes écouteurs, m'isolant du bruit joyeux de ma propre fête. Sa voix, tranchante et irritée, a envahi mes oreilles. Élise, je ne sais pas à quel jeu stupide tu joues, mais c'est puéril et irrespectueux. Arrête tes enfantillages et réponds. Le traiteur de Léo a fait une erreur sur les mignardises, il manque la moitié de la commande. Tu connais le patron de ce restaurant, tu as fait la décoration de sa salle l'an dernier. Appelle-le et arrange ça pour ton frère maintenant. C'est la moindre des choses que tu puisses faire pour te faire pardonner ton attitude. Elle a marqué une pause, puis a ajouté, comme si c'était un détail sans aucune importance. Au fait, j'ai donné la montre de papy à Léo. Il fallait bien qu'il ait quelque chose de la famille pour ce grand jour, quelque chose de significatif. Ne commence pas à faire un drame pour un vieil objet qui prenait la poussière. Un vieil objet. J'ai retiré mes écouteurs. Le silence soudain de la nuit me paraissait assourdissant. Le monde autour de moi s'est estompé. Il n'y avait plus que cette douleur brûlante, cette rage froide qui montait des profondeurs de mon être. Ce n'était plus du chagrin. C'était autre chose. Une sorte de clarté terrifiante, comme un éclair dans un ciel noir. J'ai regardé Marc, qui me tenait la main, son visage crispé d'inquiétude et de colère pour moi. J'ai pris une profonde inspiration. Je vais bien, ai-je menti, mais ma voix était changée. Elle était plus basse, plus dure. À l'intérieur, la Élise douce et conciliante, celle qui pardonnait toujours, celle qui trouvait des excuses à tout le monde, venait de mourir. Et à sa place, quelque chose de nouveau, de dur et d'incassable, était en train de naître. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous craqué, confronté votre famille sur le champ et ruiné le reste de votre soirée de mariage? Ou auriez-vous, comme moi, senti que la colère était une énergie trop précieuse pour être gaspillée en cris, et qu'il valait mieux la conserver, la nourrir, pour la transformer en un plan implacable? À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. La tristesse a disparu, remplacée par un vide froid et une résolution de fer. Ils avaient franchi une ligne qu'on ne pouvait pas effacer. Si vous voulez savoir comment j'ai transformé cette trahison ultime en ma plus grande force, restez avec moi. L'histoire ne fait que commencer. La fin de la soirée de mariage s'est déroulée dans un brouillard irréel. J'ai souri, j'ai remercié les invités, j'ai dansé avec mon père de cœur, le père de Marc. J'ai joué mon rôle de jeune mariée heureuse à la perfection, une performance digne d'un Oscar. Mais c'était un automate. Mon esprit, lui, était déjà ailleurs. Il était froid, méthodique, et il commençait à assembler les pièces d'un puzzle que j'avais toujours refusé de voir. Chaque injustice, chaque mensonge, chaque humiliation subie au fil des ans, tout revenait à la surface, non plus comme des blessures douloureuses qui me faisaient pleurer, mais comme des faits. Des preuves accablantes dans un procès que je m'intentais à moi-même pour avoir été si aveugle. Cette nuit-là, dans la suite nuptiale de l'hôtel, alors que Marc dormait d'un sommeil épuisé à côté de moi, je suis restée assise dans le noir, la lueur de l'écran de mon ordinateur portable éclairant mon visage. Je n'ai pas pleuré. Les larmes étaient une ressource épuisée, un luxe que je ne pouvais plus me permettre. À la place, j'ai agi. J'ai ouvert une nouvelle note sur mon ordinateur et je l'ai intitulée sobrement « Projet Vengeance ». Non, c'était trop dramatique. Je l'ai renommé « Dossier Justice ». C'était plus juste. J'ai commencé par faire des captures d'écran de tout. Les 60 appels manqués. Les messages de Thomas, avec la photo de Léo et la montre. J'ai téléchargé et sauvegardé le message vocal de ma mère, sa voix autoritaire résonnant dans le silence de la chambre comme une sentence.
Je suis remontée dans mes anciens messages, retrouvant avec une précision chirurgicale ceux où ma mère me parlait de la fuite et me demandait de l'argent. J'ai retrouvé la conversation où elle affirmait que la montre était perdue. Chaque élément était un clou de plus dans le cercueil de la relation que je pensais avoir avec eux. Le lendemain matin, je n'ai pas appelé ma mère pour hurler ma rage. Je n'ai pas envoyé de message incendiaire à mon frère ou à Chloé. J'ai choisi une arme bien plus puissante et bien plus déstabilisante pour eux, le silence. Un silence total, opaque, impénétrable. Ils ont continué à appeler pendant 2 jours. Puis les messages ont changé de ton, passant de l'ordre à l'incompréhension, puis à la fausse inquiétude, et enfin à l'accusation pure et simple. Ton silence est une agression, Élise. Tu es en train de déchirer cette famille par ton égoïsme. Je lisais tout, je sauvegardais tout dans mon dossier, et je ne répondais rien. Mon silence les rendait fous, car il les privait de ce dont ils se nourrissaient, le drame, la confrontation, l'occasion de me faire passer pour l'hystérique. De retour de notre courte lune de miel en Corse, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie professionnelle. Je travaillais en freelance, souvent pour des agences qui prenaient une commission exorbitante et me laissaient peu de liberté créative. J'ai décidé que c'était terminé. J'allais créer ma propre entreprise de design d'intérieur. Atelier Élise Dubois. Ce serait mon royaume, mon refuge, et mon arme la plus redoutable. Les débuts ont été plus durs que prévu. J'avais un peu d'argent de côté, mais la concurrence à Lyon est féroce. J'ai passé des semaines à créer mon site web, mon portfolio, à contacter des artisans locaux. J'ai décroché quelques petits contrats, mais j'avais du mal à percer. Un jour, j'ai compris pourquoi. J'avais un rendez-vous avec un couple qui voulait refaire son appartement dans le quartier de la Croix-Rousse. Ils semblaient enthousiastes, mes propositions leur plaisaient. Mais à la fin de l'entretien, le mari a eu une hésitation. « Excusez ma question », a-t-il dit, visiblement mal à l'aise. « Mais vous êtes bien la sœur de Léo Martin, de la société Martin et Fils ?» J'ai confirmé, surprise. « Ah », a-t-il repris. « C'est juste qu'une de ses amies, une certaine Chloé, nous a dit, eh bien, que vous étiez très talentueuse mais pas très fiable sur les délais et les budgets. Un peu artiste, vous voyez. » Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ils n'avaient pas seulement essayé de saboter mon mariage. Ils essayaient activement de saboter ma carrière, mon gagne-pain. Chloé, qui connaissait mon rêve de toujours, qui savait à quel point je me battais pour y arriver, utilisait ses relations pour me nuire. Et Léo, sans aucun doute, la laissait faire, voire l'encourageait. Cette révélation, au lieu de m'abattre, a décuplé ma détermination. La rage est un carburant puissant. J'ai changé de stratégie. J'ai arrêté de viser les cercles qu'ils pouvaient atteindre. J'ai commencé à travailler avec des plus petits budgets, des jeunes couples qui achetaient leur premier appartement, des commerçants de quartier qui voulaient refaire leur boutique. J'ai mis toute mon âme dans chaque projet, aussi modeste soit-il. Ma réputation s'est construite lentement, par le bouche à oreille, la méthode la plus ancienne et la plus solide. Elle est incroyable. Elle a transformé mon petit studio en un palais. Elle écoute vraiment, et elle a un talent fou pour optimiser l'espace. Chaque client satisfait était une victoire. Chaque recommandation était une pierre de plus à mon édifice. Je travaillais 16 heures par jour. Je ne vivais que pour mon travail, et pour Marc, mon roc infaillible. Le reste du monde, ma famille, n'existait plus. J'étais une reine silencieuse, en train de construire son empire dans l'ombre. Et j'attendais patiemment mon heure. Une année s'est écoulée. Une année de silence radio total avec ma famille et de travail acharné, presque obsessionnel. L'atelier Élise Dubois n'était plus un simple nom sur une carte de visite. C'était devenu une référence dans le milieu du design lyonnais, synonyme de créativité, de rigueur et d'une touche humaine que les grandes agences impersonnelles n'avaient pas. Les petits contrats avaient laissé place à des projets plus ambitieux, des appartements haussmanniens, des lofts, des maisons d'architectes. J'avais dû embaucher une assistante, puis une deuxième. Marc et moi avions enfin pu acheter notre appartement, un magnifique T4 avec une terrasse surplombant la Saône, dans le quartier Confluence. La vie que nous construisions était belle, solide, et elle nous appartenait entièrement, sans aucune dette morale ou financière envers qui que ce soit.
Le tournant de ma carrière, celui qui m'a fait passer de designer qui monte à non incontournable, est arrivé sous la forme d'un appel inattendu. C'était l'assistante personnelle de Madame Dubois, une grande figure de la haute société lyonnaise, veuve d'un grand industriel et connue pour son caractère bien trempé, son franc-parler et son goût impeccable. Elle souhaitait me rencontrer pour discuter de la rénovation complète de sa villa sur les hauteurs de Fourvière, une demeure historique qui dominait toute la ville. C'était le genre de projet qui pouvait changer une vie, le genre de projet qui faisait la couverture des magazines. Notre première rencontre a été un véritable examen. Madame Dubois, une femme élégante de 70 ans, m'a scruté de ses yeux bleus perçants pendant que je lui présentais mes croquis et mes planches d'inspiration. Elle m'a posé des questions pointues, non seulement sur les matériaux et les couleurs, mais aussi sur ma vision, mes valeurs, mon histoire. J'ai été honnête. Je n'ai pas parlé de ma famille, ce n'était pas le lieu. Mais j'ai parlé de ma passion pour redonner vie au lieu, pour créer des espaces qui racontent une histoire, où les gens se sentent en paix et en harmonie. À la fin de l'heure, elle a eu un rare sourire qui a illuminé son visage. Vous avez du cran, jeune femme. Et vous avez du talent. Vous ne cherchez pas à imposer votre style, vous cherchez à comprendre l'âme d'un lieu et de ses habitants. Le projet est à vous. Travailler pour Madame Dubois a été une révélation. Elle est devenue plus qu'une cliente, une sorte de mentor inattendu. Elle m'a ouvert les portes de son réseau, me présentant à des gens influents, des entrepreneurs, des artistes, des galeristes. Mon nom circulait dans des cercles que je n'aurais jamais imaginé atteindre. Ironiquement, c'étaient les cercles que mes parents avaient toujours rêvé de fréquenter, sans jamais y parvenir. Pendant ce temps, la question de la montre et du testament de mon grand-père ne me quittait pas. C'était une braise qui couvait sous les cendres de mon succès. Je savais que la photo et le message vocal étaient des preuves, mais je voulais l'original. Le document qui rendrait ma quête de justice irréfutable et légalement imparable. Thomas m'avait dit que mon grand-père gardait tous ses papiers importants dans une vieille malle en métal, et que cette malle avait été entreposée dans le garage de la maison de mes parents après son décès. Le problème était comment y accéder sans déclencher une troisième guerre mondiale. J'ai essayé une approche directe, pour voir. J'ai appelé ma mère pour la première fois en un an. Le choc dans sa voix était palpable. J'ai pris un ton neutre, détaché, et j'ai prétexté avoir besoin de récupérer des cartons de souvenirs d'enfance pour un projet de décoration. Sa réponse a été immédiate et suspicieuse. Je n'ai pas le temps pour ça maintenant, Élise. Le garage est un vrai capharnaüm. On verra plus tard. Elle m'a fermé la porte au nez. J'ai essayé à nouveau quelques semaines plus tard, avec mon père. Il a bafouillé, visiblement mal à l'aise, avant de me dire qu'il devait en parler à ma mère. C'était une forteresse. Il protégeait quelque chose. Il me fallait un plan B. Je savais que mes parents partaient chaque année une semaine en thalasso à Biarritz, toujours à la même période. C'était leur rituel immuable. J'ai demandé à Thomas, qui avait gardé un double des clés de la maison en cas d'urgence, de me les prêter. Il a hésité, conscient du risque et de la transgression. Élise, c'est de l'effraction, presque. C'est ma maison d'enfance, Thomas. Et ils détiennent quelque chose qui m'appartient. Ce n'est pas de l'effraction, c'est de la récupération. La loyauté envers moi l'a emporté. Le jour J, je me suis sentie comme une cambrioleuse dans ma propre histoire. La maison de mon enfance me paraissait étrangère, silencieuse, imprégnée de mauvais souvenirs. Le garage était sombre et humide. Il y avait des piles de cartons, des vieux meubles recouverts de draps fantomatiques. J'ai cherché pendant des heures, le cœur battant à chaque bruit de la rue. La poussière me faisait éternuer, mes mains étaient noires de crasse. J'étais sur le point d'abandonner, persuadée que ma mère, dans sa méfiance, avait dû déplacer la malle. Et puis, je l'ai vue. Coincée derrière une vieille armoire normande que ma grand-mère détestait. Une malle en métal gris, cabossée, fermée par un simple cadenas rouillé. J'avais apporté une pince Monseigneur. Le cadenas a cédé dans un bruit sec qui a résonné dans le silence comme un coup de feu. Après des heures de recherche dans la poussière, mes doigts ont touché une vieille boîte en métal. Mon cœur battait la chamade. À l'intérieur, il y avait des papiers jaunis. Et parmi eux, le document qui allait devenir la pièce maîtresse de ma vengeance.
J'ai ouvert la malle avec une fébrilité presque religieuse, le cœur battant à tout rompre. Une odeur de papier ancien et de temps révolu s'en est échappée, un parfum d'oie-mer de souvenirs. À l'intérieur, tout était méticuleusement rangé dans des chemises cartonnées, avec l'écriture soignée de mon grand-père. Il y avait des photos de famille que je n'avais jamais vues, des lettres d'amour de ma grand-mère, des actes de propriété anciens. C'était une capsule temporelle, un trésor. Et puis, j'ai trouvé une chemise intitulée Dernière volonté et papier important. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Le testament de mon grand-père était là, un document officiel, tamponné par un notaire, rédigé à la main avec son écriture élégante et penchée. Je l'ai lu et relu, mes yeux s'arrêtant sur le paragraphe crucial, celui que je connaissais par cœur mais que je voyais pour la première fois de mes yeux. Article 7. Je lègue à ma chère petite-fille, Élise Martin, ma montre en or de marque Omega, modèle Constellation de 1958, afin qu'elle la remette à son époux le jour de leur mariage. Ce bijou, symbole de mon amour éternel pour sa grand-mère, devra marquer l'entrée d'un homme bon et aimant dans notre lignée. C'était écrit noir sur blanc. Sans aucune ambiguïté. C'était mon droit, mon héritage, ma mémoire. Mais la véritable découverte, la pièce maîtresse, celle qui a fait basculer la situation d'une simple dispute familiale à une affaire légale imparable, se trouvait dans une autre chemise, intitulée « Prêt et reconnaissance ». Mon grand-père était un homme d'ordre. Il notait tout, persuadé que « les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». Et au milieu de divers documents, il y avait une feuille de papier libre, arrachée d'un carnet. L'écriture n'était pas celle de mon grand-père. C'était celle, nerveuse, penchée et reconnaissable entre toutes, de ma mère. Le texte était court, mais chaque mot était une détonation, une bombe à retardement qu'elle avait elle-même amorcée. Je sous-signais, Isabelle Martin, reconnais par la présente avoir en ma possession la montre Omega Constellation 1958 appartenant légalement à ma fille Élise Martin, conformément au testament de mon défunt père, Jean Dubois. Je m'engage à la lui restituer sur simple demande de sa part. Et en dessous, sa signature, et la date. La date était celle de la semaine qui avait suivi la lecture du testament chez le notaire, il y a 10 ans. C'était une reconnaissance de dette. Une reconnaissance de propriété. C'était l'arme parfaite. Ma mère, dans un moment de lucidité ou peut-être de peur face aux dernières volontés de son père, avait signé sa propre condamnation et l'avait ensuite oubliée, ou cru bien cachée, au fond de cette malle. J'ai pris des photos de chaque page avec mon téléphone, en haute résolution. Puis, j'ai soigneusement rangé les originaux dans une pochette plastique que j'avais apportée et je les ai glissés dans mon sac. J'ai refermé la malle, remis le cadenas brisé en place pour ne pas éveiller les soupçons, et j'ai quitté cette maison sans un regard en arrière. Je venais de récupérer bien plus que des papiers. Je venais de récupérer mon pouvoir. Le lendemain, sur la recommandation insistante de Madame Dubois, j'ai pris rendez-vous avec Maître Antoine Dubois, l'un des avocats les plus réputés de Lyon en droit de la famille et du patrimoine. Son cabinet, situé sur la prestigieuse place Bellecour, était impressionnant et sobre. Maître Dubois était un homme d'une 50aine d'années, au regard vif et à l'écoute attentive. Je lui ai raconté toute l'histoire, sans omettre aucun détail, depuis le mariage jusqu'à ma découverte dans le garage. Je lui ai montré les photos, les captures d'écran, l'enregistrement vocal. J'ai terminé par lui présenter les originaux du testament et de la reconnaissance signée. Il a écouté sans m'interrompre, prenant quelques notes. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment, ses doigts joints sous son menton. Il a examiné les documents avec une loupe, comme un expert en articles. Puis, il a relevé les yeux vers moi. Son expression était sérieuse, mais je pouvais y déceler une lueur d'admiration. Madame, a-t-il commencé d'une voix calme et posée, ce que votre famille vous a fait subir est non seulement moralement abject, mais c'est aussi, sur le plan légal, indéfendable. Le testament est clair comme de l'eau de roche. Mais cette reconnaissance de propriété signée de la main de votre mère, c'est ce que nous appelons dans notre jargon un dossier en béton armé. Il n'y a aucune contestation possible. Un poids énorme, un poids que je portais depuis des années, s'est soulevé de mes épaules. Ce n'était plus seulement ma parole contre la leur. C'était la loi qui était de mon côté. Que pouvons-nous faire, ai-je demandé, ma voix retrouvant une force que je ne lui connaissais plus.
Nous pouvons envoyer une mise en demeure dès demain, a-t-il répondu. Exigez la restitution immédiate de votre bien, sous peine de poursuite pour recel successoral et abus de confiance. Cela pourrait aller très loin. Dommages et intérêts, frais de justice, et une très mauvaise publicité pour eux. J'ai secoué la tête. Un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres. Non, maître Dubois, ai-je dit. Pas maintenant. C'est trop simple. Trop rapide. Il s'en sortirait avec une simple peur et une amende. Il a haussé un sourcil, visiblement intrigué. Que proposez-vous alors? Je propose que nous gardions cette arme au chaud. Et que nous attendions le moment parfait pour frapper. Un moment où l'impact ne sera pas seulement légal, mais public. Un moment où ils seront au sommet de leur arrogance, entourés de tous les gens qu'ils cherchent à impressionner. Un moment où la chute sera dévastatrice. Maître Dubois m'a regardé, un éclair de compréhension dans les yeux. Madame, nous avons tout ce qu'il faut. Il ne nous reste plus qu'à choisir le bon moment pour frapper. Et je savais exactement quel serait ce moment. Je savais qu'il me suffisait d'attendre. Le mariage de mon frère. Les mois qui ont suivi ma visite chez Maître Dubois ont été marqués par une patience froide et calculée, une discipline de fer. J'avais l'arme nucléaire dans mon arsenal, mais je savais que la victoire ne dépendrait pas seulement de sa puissance, mais du moment précis et du lieu de son déploiement. Mon entreprise continuait de prospérer de manière exponentielle. Le projet de la villa de Madame Dubois avait fait la couverture d'un grand magazine de décoration, ce qui m'avait apporté une notoriété et une crédibilité immenses. J'étais devenue une figure reconnue à Lyon. Je donnais des conférences à l'école de design, mes projets étaient publiés, j'étais sollicitée de toutes parts. J'avais construit ma propre sphère d'influence, un monde où mes parents et mon frère n'étaient que des noms lointains, des fantômes d'une autre vie. La nouvelle que j'attendais est arrivée près d'un an après ma découverte dans le garage, un mardi matin pluvieux. C'était Thomas qui m'a appelé, sa voix excitée. Élise, tu ne vas pas le croire. Léo se marie. Et pas à moitié. Ils ont réservé le château de Bagnoles, un des lieux les plus chers et les plus prestigieux de la région. Ce sera le mariage de l'année, selon ma tante Isabelle. Elle n'a que ça à la bouche. Le château de Bagnoles. Un lieu magnifique, historique, et surtout, très médiatisé. Chaque événement qui s'y déroulait faisait l'objet d'articles dans la presse locale et les blogs spécialisés dans le luxe. C'était encore plus parfait que dans mes rêves les plus fous. Ils allaient m'offrir sur un plateau d'argent la scène de théâtre dont j'avais besoin. Mon plan est entré dans sa deuxième phase, l'infiltration. Je savais que pour un événement de cette envergure, il ferait appel à la meilleure organisatrice de mariage de la région, une femme nommée Delphine Moreau, réputée pour son carnet d'adresses et son perfectionnisme. J'ai fait mes recherches. Delphine était passionnée d'art contemporain et siégeait au conseil d'administration d'une association caritative pour les enfants malades. Par l'intermédiaire de Madame Dubois, qui était une grande mécène de cette même association, j'ai organisé une rencontre fortuite lors du gala annuel de bienfaisance. Je ne lui ai pas parlé de ma famille, bien sûr. Je lui ai parlé de design, d'art, de la façon de créer des émotions à travers les espaces. Nous avons sympathisé. Quelques semaines plus tard, je l'ai contacté pour une proposition professionnelle. J'ai offert les services de mon agence pro bono pour redécorer entièrement l'espace d'accueil de l'association. C'est ma façon de redonner un peu de mon succès, lui ai-je expliqué avec un sourire sincère, car je le pensais vraiment. Elle a été touchée et profondément impressionnée. Nous avons travaillé ensemble sur ce projet pendant 2 mois. J'ai été irréprochable, créative, efficace, gérant les artisans et les budgets avec une main de maître. J'ai gagné sa confiance et son respect. Elle ne savait pas qui j'étais, seulement que j'étais une professionnelle de grand talent et une femme de cœur. En parallèle, je continuais de tisser ma toile sociale. Lors des dîners et des événements auxquels Madame Dubois me conviait, je rencontrais des gens. Des journalistes de la rubrique « Lifestyle » du Progrès, le grand journal local. Des banquiers qui géraient les comptes des familles les plus aisées de Lyon. Des chefs d'entreprise que mon père avait toujours admirés de loin. Je n'ai jamais cherché à attirer l'attention. J'étais simplement moi-même, polie, intéressante, passionnée par mon métier. Je me suis assurée que ces personnes me connaissent, m'apprécient et respectent mon travail.
Je savais que beaucoup d'entre eux seraient sur la liste des invités du mariage de Léo. Ils devaient avoir une image positive et irréprochable de moi avant que la bombe n'explose. Un soir, lors d'un gala de charité à l'Opéra de Lyon, je suis tombée nez à nez avec mes parents. C'était la première fois que je les voyais en presque 2 ans. Ils étaient avec un couple d'amis et n'ont pas pu m'éviter. Le choc sur leur visage était presque comique. Ma mère m'a regardée de haut en bas, notant ma robe de créateur, les bijoux discrets mais élégants que Marc m'avait offerts. Mon père n'osait pas croiser mon regard, étudiant soudain avec un grand intérêt le motif du tapis. Élise, a dit ma mère, d'une voix où perçait une pointe d'acidité mal contenue. Quelle surprise! On ne te voit plus. J'ai eu un sourire calme, presque amusé. J'ai été très occupée, maman. Mon entreprise me prend beaucoup de temps. L'ami de mon père est intervenu, un homme jovial qui ne sentait pas la tension. Mais oui, Isabelle. C'est la fameuse Élise Dubois. Ma femme ne jure que par elle, elle a fait un travail magnifique chez les Durand. On dit que vous êtes la meilleure de Lyon, jeune femme. Le visage de ma mère s'est décomposé. Elle a dû se forcer à sourire, un rictus crispé. Oui, nous sommes très fiers, a-t-elle menti effrontément. Je les ai salués poliment et je me suis éloignée au bras de Marc, sentant leur regard perplexe et contrarié dans mon dos. Ils ne comprenaient pas. Ils me voyaient réussir sans eux, briller sans leur permission. Ils ne savaient pas que chaque succès, chaque nouvelle relation que je nouais, était un fil de plus dans la toile que je tissais patiemment autour d'eux. Le décor était presque en place. Il ne manquait plus que l'élément déclencheur, la confirmation qu'ils allaient commettre l'erreur finale. Une semaine avant le mariage. L'atmosphère aurait dû être électrique, mais pour moi, tout était d'un calme olympien. Mon plan était méticuleusement préparé, chaque détail avait été pensé et repensé des centaines de fois. J'avais passé les 2 dernières années à construire cette forteresse de succès et de crédibilité, et le moment de l'assaut final approchait. Il n'y avait plus de place pour l'émotion, seulement pour la stratégie. J'étais dans mon bureau, cet espace lumineux et épuré que j'avais conçu comme un sanctuaire, donnant sur les quais de Saône. Je passais en revue les derniers éléments avec Maître Dubois au téléphone. Le dossier était prêt, une chemise en cuir noir élégante contenant des copies certifiées du testament, de la reconnaissance de dette signée par ma mère, et une lettre de mise en demeure rédigée dans un langage juridique implacable, poli mais tranchant comme une lame de rasoir. Elle exigeait la restitution immédiate et sur le champ de la montre Omega Constellation 1958 à sa seule et unique propriétaire légale, Madame Élise Dubois, née Martin. Tout est en ordre, Madame Dubois, m'a confirmé l'avocat, sa voix calme et rassurante. L'huissier de justice qui nous accompagnera est prévenu. C'est un homme discret et d'une grande expérience. Il se tiendra prêt. L'heure d'intervention est fixée à 16h45 précise, comme vous l'avez demandé. Parfait, ai-je répondu. 16h45, 15 minutes avant le début de la cérémonie. Le moment où tous les invités seraient arrivés et installés, où l'excitation serait à son comble, mais où les mariés ne seraient pas encore apparus. Le moment idéal pour créer un chaos maximal avec une précision chirurgicale, sans perturber l'ensemble des invités, mais en frappant le cœur du réacteur. C'est alors que mon téléphone a affiché un appel de Thomas. Sa voix était basse, presque un murmure. Il était à la maison de mes parents pour le dîner de famille pré-mariage, un calvaire annuel auquel il ne pouvait échapper. Élise, je dois te dire quelque chose. Je suis dans le jardin pour ne pas être entendue. Je viens de les entendre parler. Ta mère a fait nettoyer et réviser la montre de papy chez un grand horloger de la rue Édouard Herriot. Elle l'a mise dans un magnifique écrin en bois précieux. Elle n'arrête pas de dire à tout le monde que Léo la portera demain, comme un symbole de la continuité et de la bénédiction de la famille. Elle a même dit, et je te jure que ce sont ses mots, c'est bien la preuve que papy aurait voulu que ce soit Léo, le seul garçon, qui hérite de ce trésor pour perpétuer le nom. Point. J'ai fermé les yeux, une vague de dégoût me submergeant, mais aussi une sorte de soulagement. Ils allaient le faire. Ils allaient tomber dans le piège la tête la première. Non seulement il m'avait volé, mais il continuait de profaner la mémoire de mon grand-père en lui prêtant des intentions qu'il n'avait jamais eues, lui qui m'avait toujours dit que le courage et la droiture n'avaient pas de sexe. Ils étaient tellement habitués à leurs propres mensonges qu'ils avaient fini par y croire.
Merci, Thomas, ai-je dit calmement. C'est la dernière confirmation dont j'avais besoin. Profite bien de ton dîner. Sois prudente, Élise, a-t-il ajouté. Je ne sais pas ce que tu prépares, mais ça va être un tremblement de terre. Je sais, ai-je répondu. C'est exactement le but. Ce soir-là, Marc m'a emmené dîner dans notre restaurant préféré, une petite auberge dans le Vieux-Lyon. Il voyait bien la tension derrière mon calme apparent, la lueur d'acier dans mon regard. Il a posé sa main sur la mienne, par-dessus la nappe à carreaux. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout, mon amour, m'a-t-il demandé doucement. Tu n'es pas obligé de faire ça. On peut juste envoyer la mise en demeure par courrier et récupérer la montre. On n'a pas besoin de cet esclandre. J'ai levé les yeux vers lui, mon roc, mon allié de la première heure, celui qui avait pansé mes plaies et cru en moi quand je n'y croyais plus. Marc, ce n'est plus seulement à propos de la montre. C'est à propos de tout. C'est à propos du respect. De la vérité. Ils ont essayé de m'effacer, de me réduire au silence, de me faire passer pour folle et méchante. Si je ne fais rien, si je choisis la voie discrète, je leur donne raison. Je leur permets de croire qu'ils peuvent traiter les gens comme ça en toute impunité. Ce n'est pas une vengeance, c'est une restauration de l'ordre. Mon ordre. Il a vu la détermination dans mon regard et a serré ma main plus fort. Alors je suis avec toi. Jusqu'au bout. Le piège était tendu. Chaque invité, chaque détail de ce mariage somptueux allait devenir une partie de ma scène. Ils voulaient un grand spectacle pour célébrer leur fils préféré. Eh bien, ils allaient en avoir un. Mais ce ne serait pas celui auquel ils s'attendaient. Ce qui va suivre est le moment que vous attendez tous, le moment où la patience et la stratégie rencontrent enfin la confrontation. Restez bien jusqu'à la fin pour assister à l'effondrement du château de cartes. Le jour du mariage de Léo est arrivé, baigné d'une lumière éclatante de fin de printemps, presque insolente de perfection. Je ne l'ai pas passé à me ronger les ongles en attendant leur hache. Je l'ai passé à travailler sur un nouveau projet passionnant, celui de la bibliothèque d'un écrivain célèbre qui m'avait donné carte blanche. J'étais calme, concentré, chaque geste précis. Mon téléphone était en mode silencieux dans un tiroir. La seule chose qui comptait était l'horloge de mon ordinateur qui égrenait les minutes. À 16h30, j'ai reçu un simple SMS de Maître Dubois, en position. Je me suis alors permis de fermer les yeux et d'imaginer la scène, une scène que Thomas m'a décrite plus tard avec des détails si vifs que j'avais l'impression d'y être. Au château de Bagnols, l'ambiance était fébrile et luxueuse. Les invités, tout le gratin de la bourgeoisie lyonnaise et du monde des affaires, prenaient place dans les jardins à la française, au son d'un quatuor à cordes qui jouait du Vivaldi. Ma mère, Isabelle, paradait dans une robe de mousseline bleu lavande, saluant les uns, embrassant les autres, jouant à la perfection son rôle de mère du marié, fière et comblée. Elle était au sommet de son monde. À 16h45 précise, une berline noire aux vitres teintées s'est garée discrètement près des cuisines, loin des regards des invités. Maître Dubois en est descendu, impeccable dans son costume sombre, accompagné d'un huissier de justice à l'air sévère et impassible. Ils n'ont pas traversé les jardins. Ils ont contourné le bâtiment et se sont présentés à l'entrée privée menant aux suites des mariés, où ils ont demandé à parler à l'organisatrice, Delphine Moreau. Delphine, qui me connaissait comme une collègue respectable et une bienfaitrice de son association, a été surprise mais les a fait entrer sans méfiance. Ils ont été conduits dans un petit salon attenant à la suite où Léo se préparait. Ma mère était là, ainsi que mon père et Chloé, qui était la témoin de mon frère et ajustait sa cravate. Maître Dubois a été d'un professionnalisme glacial. Madame Martin, Monsieur Martin, a-t-il commencé, sa voix calme tranchant avec l'excitation ambiante. Je suis Maître Antoine Dubois, avocat de Madame Élise Dubois. Je suis ici pour vous remettre en main propre cette mise en demeure. Il a tendu la chemise en cuir à ma mère. Elle l'a regardé avec un dédain souverain. Nous n'avons rien à nous dire avec Élise. Surtout pas aujourd'hui. C'est d'un ridicule et d'une bassesse sans nom. Je vous conseille vivement de lire ce document, l'a interrompu l'avocat d'une voix qui ne tolérait aucune réplique. Il concerne un bien vous appartenant illégalement, la montre Oméga de votre défunt père. Le visage de ma mère a changé. Le sourire s'est figé, la couleur a quitté ses joues. Elle a ouvert la chemise,
ses mains commençant à trembler. Elle a lu la première page, puis la copie du testament. Son visage s'est durci. C'est une interprétation. Mon père aurait voulu que... Veuillez tourner la page, madame, à 10 mètres du bois, implacable. Elle a tourné la page et est tombée sur la photocopie de sa propre reconnaissance de dette, sa signature bien visible en bas. Le silence qui est tombé dans la pièce était, selon les mots de Thomas, épais comme du plomb. On aurait pu entendre une mouche voler. Chloé était bouche bée, le visage décomposé. Mon père est devenu livide, cherchant un mur auquel s'appuyer. Ceci est un faux, a balbutié ma mère, sa voix n'étant plus qu'un filet. L'original est en lieu sûr, dans un coffre de banque, a rétorqué l'avocat. Et l'huissier présent ici est mandaté pour récupérer le bien immédiatement. Si vous refusez, nous serons contraints de faire constater le délit de recel successoral par les autorités compétentes, ici et maintenant. Je vous laisse imaginer l'effet sur la cérémonie et sur votre réputation. C'est à ce moment que Léo est sorti de la chambre principale, tout sourire, ajustant son nœud papillon, la fameuse montre brillant à son poignet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit? On va être en retard. Delphine, l'organisatrice, qui avait lu les documents par-dessus l'épaule de ma mère, a repris ses esprits. Son visage était un masque de fureur professionnelle. Monsieur Martin, a-t-elle dit à mon frère d'une voix blanche et sifflante, veuillez retirer cette montre immédiatement. Mon agence et la réputation de ce château ne seront associées à aucune dispute légale. C'est hors de question. La confusion s'est peinte sur le visage de Léo. Quoi? Mais c'est la montre de papy. Maman me l'a donnée. La scène a tourné au chaos. Léo criait qu'il n'en était pas question, que c'était son jour. Ma mère, acculée, a fondu en larmes, m'accusant de tous les maux. Mon père restait pétrifié, incapable de dire un mot. Chloé essayait de calmer Léo, qui l'a repoussé violemment. L'huissier s'est approché de mon frère d'un air menaçant. Finalement, c'est Delphine qui a mis fin à la mascarade. Elle a fait un signe au photographe, qui rangeait déjà son matériel, sentant le désastre. Enlevez-lui cette montre, a-t-elle ordonné à l'assistant du marié. La montre a été arrachée du poignet de mon frère, rouge de fureur et d'humiliation. L'huissier l'a placée dans une pochette scellée. Maître Dubois a fait signer un reçu à ma mère en pleurs. Puis, ils sont partis aussi discrètement qu'ils étaient arrivés. La bombe avait explosé. Et les retombées ne faisaient que commencer. Le mariage de Léo a bien eu lieu, mais le cœur n'y était plus. C'était une pièce de théâtre jouée par de mauvais acteurs. La cérémonie a commencé avec 30 minutes de retard. Le marié avait les yeux rouges et un air buté, la mariée était visiblement contrariée et jetait des regards noirs à sa belle famille, et mes parents avaient l'air d'avoir vieilli de 10 ans. La rumeur de « l'incident légal » s'est répandue comme une traînée de poudre parmi les invités pendant le cocktail. Personne ne connaissait les détails exacts, mais les mots « huissier »,« héritage »,« testament » et « Élise » flottaient dans l'air, créant un malaise palpable qui a gâché la fête la plus chère de l'année. Le véritable coup de grâce, celui qui a rendu leur humiliation publique et indélébile, est venu le lundi matin. Une blogueuse lifestyle très suivie à Lyon, à qui un de mes contacts journalistes avait soufflé l'idée de s'intéresser de très près à ce mariage, a publié un article. Le titre était dévastateur, le mariage au goût amer, l'héritage contesté qui a gâché la fête au château de Bagnols. L'article était factuel, prudent, ne prenant jamais parti ouvertement, ce qui le rendait d'autant plus crédible. Il citait des sources proches du dossier. Il parlait d'un testament bafoué, d'une sœur spoliée qui avait dû faire appel à la justice le jour même des noces pour récupérer son bien légitime. Mon nom était mentionné comme celui de la propriétaire légale, une designer de renom à Lyon. Le leur, comme celui de la famille qui avait tenté de la déposséder. L'effet a été cataclysmique. Dans le petit monde de la bourgeoisie lyonnaise où l'image et la réputation sont tout, c'était une humiliation publique. Des amis de longue date ont commencé à les éviter, ne répondant plus à leurs appels. Des partenaires d'affaires de mon père ont annulé des déjeuners. Les parents de la mariée, une famille très à cheval sur les convenances et l'honnêteté, étaient furieux. Selon Thomas, qui a eu droit à des scènes terribles, l'ambiance à la maison était devenue irrespirable, un mélange de reproches, de pleurs et de rage impuissante.
Le lendemain, un coursier a livré un petit paquet à mon bureau. À l'intérieur, dans son écrin, se trouvait la montre de mon grand-père. Je l'ai prise dans mes mains. Le métal était froid, mais je pouvais presque sentir la chaleur de la main de mon grand-père. Elle était plus qu'un objet. C'était un symbole. Le symbole de la justice rendue, de la vérité restaurée, de la mémoire honorée. Je n'ai jamais recontacté mes parents, ni mon frère. Ils ont essayé, bien sûr. Des appels, des messages, d'abord rageurs, puis suppliants. Je n'ai jamais répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Leur silence le jour de mon mariage avait été une déclaration. Mon silence, désormais, était ma réponse définitive. Un an plus tard, jour pour jour, pour notre 2e anniversaire de mariage, Marc et moi sommes retournés dans la petite auberge du Vieux-Lyon. Ce soir-là, pour la première fois, Marc portait la montre de mon grand-père à son poignet. Elle lui allait parfaitement. En la voyant briller à la lueur des bougies, j'ai senti une vague de paix m'envahir. Une paix profonde, totale. La colère s'était dissipée, la rage s'était éteinte, laissant place à une force tranquille. Ils ont voulu m'effacer de leur histoire, mais au lieu de cela, ils m'ont donné la force d'écrire la mienne, avec mes propres règles et mes propres valeurs. Le plus grand héritage que mon grand-père m'ait laissé n'était pas cette montre, mais la certitude que notre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres. Elle se construit, jour après jour, par nos actions, notre intégrité et notre capacité à nous relever, même quand ceux qui devraient nous soutenir cherchent à nous faire tomber. J'ai perdu une famille, c'est vrai. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, moi-même. Avez-vous déjà vécu une trahison familiale qui, avec le temps, vous a rendu plus fort? Pensez-vous que la meilleure vengeance est de vivre une vie heureuse et réussie, loin de la toxicité? Partagez votre histoire et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience est précieuse et peut aider d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like et surtout, à vous abonner pour ne pas manquer d'autres récits où la justice, d'une manière ou d'une autre, finit toujours par triompher.